Et je dirais que si le flou est bougé, il induit aussi un mouvement. Alors je pense bien sûr déjà à Jacques-Henri Lartigue, avec, vous savez, qui avait un appareil à son époque très révolutionnaire, avec l'un des obturateurs les plus rapides de son époque, et donc Lartigue s'amusait à photographier la modernité de son époque, des voitures de course, en suivant le mouvement de la voiture avec l'appareil, ce qui fait que la voiture a quand même à cause du rideau de l'obturateur, mais a une inclinaison dans un sens, et que les autres personnages sont inclinés dans l'autre sens, enfin les autres composantes de l'image. C'est la fameuse voiture de course numérotée 6. L'article a dit que c'est une Delage 1912, mais apparemment ce ne serait pas une Delage. Enfin, peu importe. Et on voit bien ici cet effet optique d'inclinaison qui donne vraiment, qui fait ressentir la vitesse de la voiture. Et puis, ceci, bien évidemment, c'est grâce au flou. Et je me permets, cet effet de mouvement que permet le flou est aussi un instrument, un outil de création. Et je suis très content d'avoir Sophie Patrick face à moi, très honoré, en tout cas, qui modifier mes propos, ce sont inexacts, mais qui bouge en photographiant. Je me suis permis. Voilà, avec des pesantes pour produire une texture filée, un grain de la matière qui est vraiment bien, et tout ça, ça confère à des œuvres en tout cas un dynamisme du geste, avec en même temps le mystère de transparence évanescente. Alors de même, dans les critères comme ça, qui échappent au reste, on ne saurait être confisqué par l'Ouest, on peut évoquer aussi cette question de la profondeur de champ, qui est très importante en photographie, c'est-à-dire que, de même que le choix de la mise au point est indissociable, et qu'on a cette notion de profondeur de champ qui correspond en fait à l'intervalle de netteté, à la détermination de la zone nette par rapport à une zone qui sera plus floue. Et cette profondeur de champ, elle varie selon l'objectif qu'on utilise, selon le diaphragme choisi. Mais c'est important, ça c'est quelque chose que le photographe a souvent et qui échappe complètement au reste de l'automatisme. Ça permet en fait de déterminer des zones de netteté. On peut avoir à une extrémité Pierrette Dorian, chacun reconnu, avec Lulu, la chanteuse des Puces de Saint-Ouen-Verrières, et puis le canal de voilà, et là on a toute cette grande profondeur de champ, ou encore, bien évidemment, la très célèbre composition sur Notre-Dame avec notre gargouille qui va dévorer la tour Eiffel, c'est évident, donc la grande profondeur de champ, ou alors, à l'inverse, petite profondeur de champ, on réduit pour valoriser un plan. Toujours Douaneau, bon, les deux plus connus, mais le baiser de l'hôtel de ville, où le point, la netteté est faite sur le couple, tandis que les autres composantes de l'image sont plus floues, et 1950, et voilà, on a l'éternité figée au milieu, et puis la mobilité tout autour, ou encore cette photo, l'information scolaire de 53, avec ce petit garçon, calcul mental, c'est avant les fonctions des calculatrices, tout ça, qui est là plongé en pleine réflexion, et voilà, seul sur son œil, il y a le point est fait là. Voilà. Alors, finalement, pour continuer, c'est mon inventaire comme ça, sur le reste, eh bien, on peut aussi évoquer, je n'ai pas tout pris, toutes les catégories, parce que ça serait trop temps, mais on voit bien aussi qu'il y a aussi toute une latitude qui échappe au reste, qui est peut-être le point le plus fondamental de la photographie, c'est le travail de la lumière, la culture de la lumière. Et je pense que pour moi, c'est vraiment le nœud et l'étymologie même. L'étymologie de la lumière, et je dirais que c'était là où est l'art du
photographe qui doit capturer la lumière, qui va capturer le moment magique d'une composition avec un éclairage partiel. Alors tout de suite, bien évidemment, les grands chasseurs de lumière, puisque j'étais sur Robert Doisneau, vous ne pouvez pas savoir à quel point la loi a été une catastrophe pour les photographes. Voilà, avec toujours ce jeu que Doisneau a reproduit plein de fois, dans les bistrots de Paris, les volutes de fumée, etc. que l'on a à gauche. À droite, hein, c'est Alberto Giacometti et son épouse. Pareil, il a fait Flore, certainement. Ou alors les reflets, d'ailleurs magnifiques, en plus, je trouve, plein de nostalgie des pavillons Baltard, juste avant leur destruction. Voilà pour Doisneau, mais c'est vraiment ce travail de capture de la lumière qui est intéressant. Ou alors, pour continuer, parmi les grands Willy Ronis, pareil, les idées de contre-jour. Voilà. Toujours Ronis, j'ai pendant longtemps cru que c'était le quartier du Palier à Marseille. Bien la même lumière, mais non, ce serait Nice, enfin peu importe. Voilà, avec ces silhouettes qui sont là, et ce photographe qui est là, qui accompagne la lumière. Il capture, il l'accompagne, et c'est la saisir. Ou alors, outre-Atlantique, alors tout ceci, ce travail, ces artistes que je viens de montrer, Delano, Doisneau, Ronis, sont des photographes qui avaient comme ça des appareils petit format et qui pouvaient se promener. Et d'autres, par contre, comme Jack Delano aux États-Unis, va faire tout un travail extraordinaire, carrément avec des chambres, gros appareils à souffler, mais sur les éclairages naturels des gares. Moi, je trouve qu'il y a toute une série qui a été faite en 1929-1930 sur différentes gares américaines, où l'appareil, comme ça, a réussi, est ouvert pendant certainement assez longtemps, et réussit à s'imprégner de toute une. De ces effets extrêmement magiques d'éclairage. Cette photo, pendant très longtemps, a été attribuée, je ne sais pas pourquoi, si elle est sur un brillage de ce dernier, mais a été attribuée à Willy Ronis, mais c'est Jack Delano. D'après mes recherches sur Internet, je ne garantis pas à 100%, mais parce qu'il y a beaucoup de fake news et de fake news. Bon, voilà. Et bien sûr, ça c'est la capture de la lumière naturelle, et on a bien sûr les grands experts dans la capture des éclairages artificiels, à commencer par Brassailles, et tout un mouvement qui dit oui, mais c'était extraordinaire parce que c'était l'époque où c'était pas un éclairage public, c'était au gaz. Et donc ça crée une luminosité beaucoup plus auréolée, beaucoup plus magique, et très différente de celle de l'électricité d'aujourd'hui. Encore, mais je pense que dans 10 ans, on dira, regardez, c'était magnifique, c'était un éclairage au néon, et c'était pas un éclairage au LED. Mais Brassailles, toujours, Brassailles, c'est son travail sur les ponts de Paris, alors là, avec un appareil petit format, ou encore le travail de Doisneau, accompagné de Prévert, souvent sur les halles de Paris. Pardon, toujours Brassailles. Voilà, et le boucher des halles, qui se prive de tout commentaire, enfin qui se passe de tout commentaire sur les halles. Et alors voilà, donc capturer comme ça une lumière, qui est là, ou naturelle, ou artificielle. Et bien sûr, l'autre, alors tout ceci, cette faculté à pouvoir appréhender la lumière, à pouvoir saisir un éclairage, désolé, mais ça n'existe pas, ça échappe au reste. Et dans un autre cas, bien évidemment, on peut encore
inversé. Et puis là, on va retrouver autre chose qui sera pas capturée, mais qui sera travaillée la lumière en studio. Alors, bien sûr, on a ce photographe que j'évoquais tout à l'heure, Horst, qui travaillait toujours avec du matériel de cinéma, avec des projecteurs de cinéma. Et en fait, l'outil principal n'est pas l'appareil photographique, mais c'est le projecteur. Et derrière le projecteur, c'est même la molette qui sert. On a un projecteur avec un outil de Fresnel, et je dirais que l'outil numéro 1, c'est simplement une espèce de vis sans fin qui sert à focaliser le rayon de lumière et vraiment, on peut dire, sculpter avec la lumière. Pas de problème. Voyons toujours sur Horst quelques buts. On sait que j'ai déjà projeté tout à l'heure. Sont très très connus, ces photos, mais qui sont à chaque fois, je suis toujours saisi par leur beauté. Et puis, bien évidemment, dans ce cadre du travail de la lumière, de l'éclairage, il est difficile de ne pas citer les fameux studios Harcourt. Je pense que c'est allemand new-yorkais, originalement vivant à New York, et Harcourt, donc ces studios vont se créer, bien sûr, en 1934, à l'initiative de Madame Germaine Hirschfeld, qui se fera appeler Causé d'Harcourt, et qui a fondé le studio avec Robert Ricci et Jacques et Jean Lacroix, qui, je crois, jouaient du piano dans la prise de vue. Donc, Causé d'Harcourt. Bien évidemment, on voit ici tout ce travail. Alors, il a été reproché studio Harcourt d'avoir extrêmement standardisé. Voilà. Il y a un style Harcourt, peu importe le portrait, c'est toujours une même standardisation. Mais oui, d'accord, c'est bien là aussi tout un travail qui se fait sur la lumière. J'ai eu le plaisir de bien connaître l'un des opérateurs de chez Harcourt. Ma mère avait travaillé chez Harcourt. Et la technique consistait déjà, toujours avec le fameux projecteur et le lentille de Fresnel, à éclairer par derrière, et ensuite à resculpter le visage par un jeu d'éclairage très, très, très subtil, ensuite par devant. Voilà. Alors, bon, ici, on voit bien, je ne vais pas aller plus loin, mais on voit bien que tout ce travail Sur mes notes, j'ai une magnifique photo de Gérard Philippe à côté de Romy Schneider, mais vous ne verrez que la deuxième, puisque ma photo de Gérard Philippe a dû disparaître lorsque j'ai fait mon rôle. Mais bon, peu importe, c'est toujours le même type, le même type de portrait. J'ai un collègue avec lequel on participait récemment à un jury très connu qui est l'un des fondateurs du Cahier du cinéma, Alain Bergala, qui a écrit clairvoyance, mais en même temps beaucoup de sévérité sur le studio Harcourt. Par contre, c'est bien un style qui s'est et tout, la consécration de la star du cinéma, c'est d'être photographié chez Harcourt. Écoute ça, avec vraiment ce travail de composition. On est plus sur les éclairagistes que les photographes quelque part. Voilà, je trouve que c'est toujours magnifique. Mais bon, voilà, quelques éléments, je n'ai pas évoqué l'exposition et tout ça, mais pour dire que cette capture de la lumière, qui chez Harcourt, Tom Scherf, détermine le cadre, la forme du visage. Bon, tout ceci, ça fait bien partie d'autre chose que You Press the Button, et ça ne fait pas partie du reste. Donc finalement, avec ce reste, alors vous comprenez bien que c'est entre-deux, où il ne s'agit de ne pas appuyer sur le bouton, mais il s'agit aussi de ne pas être dans les automatismes totaux. On voit bien qu'il y a un espace intermédiaire qui était là où naviguait, si j'ose dire, l'appareil photographique avant,
le photographe qui faisait ses réglages, qui avait accès aux différents paramètres de l'image, je dirais à l'alphabet de l'image, hein, comme Harcourt, comme Morse, etc. Et à chaque fois, ces gens-là travaillaient sur la distance qu'il y avait entre l'image et son référent. Voilà. Or, quelque part, la chose quand même que l'on peut voir, c'est qu'une fois ce rôle intermédiaire écarté, une fois que le reste a été confisqué, tout en plus, là aujourd'hui, par les automatismes, une fois que ce reste est confisqué, là, il se passe un effet assez curieux. Effet assez curieux, c'est-à-dire que l'image, elle se dissipe en temps. On oublie que c'est une image. Et ce que l'on voit comme une image, on est convaincu que c'est la réalité. C'est-à-dire que plus l'utilisateur est dépossédé par les automatismes, par oui tout le reste, vous n'avez rien à faire, même pas à lire le mode d'emploi. Pour moi, Eastman est un génie, hein. Mais c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. L'utilisateur est complètement dépossédé de cet espace intermédiaire qui est justement la technique de l'image, la technique photographique, et bien plus l'utilisateur sera dans l'illusion d'une réalité totale prêtée à l'image photographique. Ce que je vois derrière mon écran, c'est la réalité. Quelque part, eh bien, on voit vraiment, là maintenant, un rapport où l'image se fait oublier comme image. Elle ne dit plus « je suis une image », elle dit « je suis la réalité ». Et c'est vraiment là les représentations les plus courantes de la photographie, mais où la réalité, elle est rabattue sur son image, et l'image elle est très perverse, elle veut se faire oublier comme image. On l'a tous vu parfois, ça c'est très, très personnel, mais des souvenirs de vacances, par exemple, on voit certains touristes qui ne regardent jamais le paysage, ils ne regardent que l'écran du téléphone portable et avant. C'est-à-dire que l'image veut se faire passer pour la vérité.